Bonsoir à toutes et à tous et bienvenue au Ciné-Conférence. Je suis Jérémy Dasport, je suis conseiller aux relations avec les diplômés et je suis très heureux de vous retrouver pour cette nouvelle année des Ciné-Conférences. De plus en plus d'enfants et d'adolescents rapportent une orientation autre qu'hétérosexuelle et selon les plus récents sondages, près de 2% des adolescents ou adolescentes révèlent une identité transgenre ou non-binaire. Bien que cette réalité soit de plus en plus reconnue et acceptée au sein de la société québécoise, les jeunes LGBTQ2S+, doivent surmonter plusieurs défis sur les plans social et relationnel, en plus de vivre souvent des périodes de questionnement intenses, parfois accompagnées d'une détresse psychologique importante. La question de la diversité sexuelle est plus que jamais d'actualité. Comment annoncer son coming out à son entourage? Comment s'y prendre en tant que parent pour accompagner son enfant dans ses choix? Quelles sont les options possibles pour effectuer une transition sociale ou médicale? Par où commencer? Ce soir, afin de mieux répondre aux besoins de nos conférenciers invités, notre formule sera légèrement différente du déroulement habituel que vous connaissez bien. Tout de suite après avoir présenté nos deux invités de ce soir, nous verrons le film documentaire Petite fille, une histoire vraie, celle de Sacha, 7 ans, qui, depuis l'âge de 3 ans, rêve de devenir une petite fille. Un film bouleversant réalisé par Sébastien Lifshitz. Après le film et une courte entrade de 3 minutes, nos deux conférenciers vous présenteront une conférence en lien avec le film que vous venez de voir. Il est maintenant temps de faire connaissance avec nos deux invités de ce soir. Bonsoir à vous deux et merci d'être avec nous ce soir. Docteur Lynn Chignara, bonsoir. Vous êtes endocrinologue pédiatrique au CHU Sainte-Justine. Vous êtes professeure adjointe de clinique à l'Université de Montréal. Vous avez complété un doctorat en médecine à l'Université de Montréal en 2008 et également une formation en endocrinologie pédiatrique au CHU Sainte-Justine en 2013. Vous avez également une maîtrise en pédagogie universitaire des sciences médicales de l'Université de Montréal et vous êtes la première endocrinologue pédiatrique au Québec à compléter une formation spécialisée dans la prise en charge des jeunes trans et non-binaires au Hospital of Sick Children of Toronto. Vous êtes également cofondatrice et codirectrice médicale de la clinique Diversité du genre au CHU Sainte-Justine. Docteur Chignara, merci d'avoir répondu à notre invitation et bienvenue au Ciné-Conférence. Merci pour l'invitation. Docteur Chadi, bonsoir. Vous êtes professeur adjoint clinique à l'Université de Montréal. Vous êtes également clinicien-chercheur spécialisé en médecine de l'adolescence et en toxicomanie au CHU Sainte-Justine. Vous avez complété votre résidence en pédiatrie générale à l'Université de Montréal en 2015 et vous avez effectué une surspécialisation en médecine de l'adolescence à l'Université de Toronto en 2017. En 2019, vous avez été le premier pédiatre en Amérique du Nord à obtenir un fellowship en toxicomanie pédiatrique au Boston Children's Hospital. Vous êtes également cofondateur et codirecteur de la clinique de diversité de genre et pédiatre au sein du Centre intégré des troubles de la conduite alimentaire au CHU Sainte-Justine. Vos champs d'intérêt en recherche portent principalement sur la diversité de genre ainsi que la prévention et le traitement des problèmes de santé mentale et de dépendance chez les adolescents et les adolescentes. Vous êtes un ardent promoteur de la santé des enfants et des adolescents et adolescentes et impliqué au sein de plusieurs associations pédiatriques provinciales, nationales et internationales. Merci encore une fois à tous les deux d'être parmi nous ce soir. Maintenant que les présentations sont faites, j'aimerais vous demander à tous les deux si vous auriez des pistes ou des scènes en particulier auxquelles vous aimeriez que nos spectateurs prêtent attention durant le film. Merci beaucoup, Jérémy. Bonsoir à tous, bonsoir à toutes. En fait, notre souhait le plus profond, ce serait que vous vous imprégniez de la beauté, de la simplicité du film. On préférait ne pas vous faire une conférence d'introduction pour vraiment
vous laisser plonger dans l'environnement qui a été dépeint par le réalisateur. Donc, sans vouloir vous pister vers une piste ou une autre, on vous invite à apprécier. Puis peut-être regarder vos questions, les inscrire pour qu'on puisse y répondre, puis avoir une discussion virtuelle suite à la présentation du film. On en profitera également aussi pour aller discuter de certaines notions plus spécifiques par rapport à l'identité de genre et un processus de transition là, durant l'enfance, l'adolescence, lorsque ça s'applique. Merci beaucoup. Et sans plus attendre, voici le film Petite fille. Bon visionnement. Merci beaucoup. Donc, effectivement, un film qui est très touchant et vraiment qui reflète d'une belle façon ce que les familles et les jeunes vivent. On a quand même un contexte culturel un petit peu différent en France versus ici. Donc, c'est des choses qu'on pourra discuter avec la prochaine discussion. Donc, on va commencer à vous parler un petit peu sur des thèmes importants, puis on discutera de certaines scènes du film. Voilà, on va commencer un petit peu nos sujets. Super, ben merci beaucoup, Lynn. Alors, ben oui, comme toi, j'ai été très, très touchée par ce film, par les personnages. Puis on trouvait que c'était peut-être pertinent avant de reparler de certaines de ces scènes-là, de démystifier certains termes, en particulier liés à l'identité de genre, puis à la sexualité en général, parce que parfois, on peut s'y perdre, puis on va peut-être se référer à certains de ces termes-là au cours de la discussion. Donc, en fait, on voulait commencer par un peu diviser ce qui est question d'identité de genre versus orientation sexuelle. Parce qu'en fait, quand on parle de la diversité ou de la communauté LGBT, on a parfois tendance à mélanger ces deux grands concepts-là qui sont en fait très distincts. Donc, une personne peut être attirée physiquement ou émotionnellement vers une autre personne. Ça, on appelle ça l'orientation sexuelle. C'est en fait séparé de la notion, la conception qu'une personne a de son genre, hein, d'être garçon, d'être fille, d'être trans, d'être non-binaire et autres. Donc, le film qu'on vient de voir a vraiment fait le focus sur l'identité, mais aussi l'expression de genre de la jeune Sacha. Donc, on a vu que au niveau de ses caractéristiques sexuelles, au niveau biologique, Sacha est né garçon, donc un sexe masculin assigné à la naissance. Puis, avec le temps, avec les années, elle a commencé à comprendre ce que c'était un garçon, une fille, puis à exprimer ses préférences pour des éléments plus féminins. Puis en fait, quand on la voit là dès le début du film, elle s'exprime vraiment en utilisant une identité de genre qui est féminine. Elle le dit même à certaines reprises, moi je suis une fille. Mon cœur, c'est un corps de garçon, mais je suis une fille. Donc, il y a l'identité, qui est un concept qui se réfère à la perception intime et profonde qu'une personne a de sa conception par rapport au genre. C'est différent de l'expression qui peut parfois varier selon différentes contraintes, différentes circonstances. Puis on voit que plus le film avance, plus l'expression de genre de Sacha, elle est féminine dans des différents contextes. Sacha peut le faire à la maison, là, utiliser des vêtements plus féminins, puis agir de façon plus féminine, si on veut, pour exprimer l'identité qu'elle ressent. Mais cette expression-là est plutôt réprimée au début quand on est à l'école ou quand on est au cours de ballet, par exemple. Donc, je fais ici la distinction entre l'identité de genre, qui est le concept intime, hein, le fait d'être garçon, de fille ou autre. L'expression, ce qu'on montre, ce qu'on choisit de démontrer au monde extérieur, puis ça, on l'a vu, ça évolue dans le film. Puis, au début, je vous avais parlé de l'orientation sexuelle, donc à ne pas confondre. Parce qu'une personne, garçon, fille, trans, non-binaire, peut avoir une orientation, une attirance vers garçon, vers fille, vers tous les genres, et puis ça peut être distinct de leur identité de genre. Puis je vais terminer avec un dernier terme qui est important, puis qui a été aussi mentionné dans le film, le terme dysphorie de genre. Dysphorie de genre, ça se réfère à une discordance entre le sexe qui est assigné à la naissance puis l'identité de genre qui est ressentie chez une personne. Donc, on voit en fait que Sacha, elle, démontre une dysphorie de genre parce qu'il y a un inconfort avec son corps, certains éléments qu'elle ne veut pas nécessairement montrer.
puis un désir, en fait, d'acquérir certaines caractéristiques ou une apparence plus féminine. Et ça, quand ça perdure dans le temps, au moins 6 mois, on parle de dysphorie de genre. Dysphorie de genre, c'est donc un terme médical, un terme qui est utilisé en santé mentale, en psychiatrie, en pédiatrie aussi, pour parler d'une certaine détresse, d'une certaine souffrance. Puis on le voit assez souffrant hein, dans certains moments du film pour Sacha. À savoir, ce ne sont pas tous les jeunes ou les adultes qui sont trans ou qui ont une autre identité de genre qu'une identité cisgenre, donc qui est concordante avec le sexe assigné à la naissance, qui ont la dysphorie de genre. La dysphorie de genre, ça se rattache vraiment à l'inconfort, au désir de changement. Mais certaines personnes, et certains enfants, certains ados, vont pouvoir vivre et exprimer leur identité de genre, même si elle ne concorde pas avec le sexe assigné à la naissance, et ils n'auront pas nécessairement cette dysphorie de genre-là à tous les moments de leur vie. Donc, des choses à garder en tête, là, puis on pourra continuer à penser à ces notions-là quand on continuera à parler des symptômes. Donc, je repasse la parole à Lynn. En fait, je te repasse la parole pour parler de certains autres concepts. Merci Nicolas, c'était un bon résumé. Donc, quand on parle de diversité de genre, un terme qu'on entend beaucoup aussi, c'est le terme trans. Qu'est-ce que ça veut dire le terme trans? C'est vraiment un terme qu'on dit parapluie, qui va englober en fait une personne qui ne va pas s'identifier au sexe qui lui a été assigné à la naissance. Donc, on pourrait dire que dans le film, Sacha, c'est une fille trans, donc elle est assignée garçon mais s'identifie fille. Et puis, on sait que la notion du genre n'est pas complètement binaire. Donc, c'est pas forcément quelqu'un qui est assigné garçon qui va s'identifier fille à 100% et vice-versa. On sait qu'il y a tout un éventail de possibilités. On a des gens qui se décrivent comme agenrés, donc qui ne se sentent pas fille-garçon, des gens qui se sentent fluides, donc par moment garçon, par moment fille. Donc, on a vraiment tout un éventail de possibilités. Alors, c'est des possibilités que nous, on voit beaucoup en clinique aussi. Quelqu'un qui est cisgenre, c'est quelqu'un qui s'identifie là, à son sexe assigné à la naissance. Donc, les jeunes peuvent présenter des comportements qu'on dit non conformes au genre depuis le jeune âge. Donc, c'est des choses qu'on peut voir, exemple des enfants en puberté, en garderie, qui vont préférer jouer avec des jouets stéréotypiquement féminins ou masculins. Et ça, c'est des comportements qui sont assez fréquents. Et puis, ça ne veut pas forcément dire que le jeune a une dysphorie de genre ou bien une diversité de genre. Donc, il y a des comportements qui vont persister puis qui vont vraiment s'associer aussi avec un discours comme le film le montre parfaitement avec Sacha, de vraiment mentionner je suis une fille et d'avoir un inconfort important avec, par exemple, au début du film, c'était mentionné au niveau des organes génitaux de Sacha et vraiment le désir de devenir une fille, d'être une fille et que les gens autour de nous s'adressent comme une fille, dans le fond. Donc, il y a des études qui ont montré que plus ces comportements sont importants en bas âge, plus ils sont nombreux, plus ils sont intenses et associés avec vraiment l'intensité, comme on a vu chez Sacha, plus il y a une tendance à ce que ça reste dans le temps. Versus les jeunes en adolescence. Les jeunes qui sont en adolescence, qui s'identifient avec une identité de genre différente du sexe assigné, sont des jeunes qui passent à travers la puberté. Et la puberté va vraiment amener des changements qui sont irréversibles au niveau du corps et qui risquent d'entraîner une détresse plus profonde. Donc, c'est souvent ces jeunes-là que nous, on va voir en clinique parce que rendu à l'âge de la puberté, il y a des interventions qu'on va pouvoir faire. Donc, on va en discuter un tout petit peu plus tard. On a souvent tendance dans les études à dire que quand la diversité de genre est persistante, même à travers la puberté et l'adolescence, elle est là pour rester d'habitude. Et puis, donc, il y a vraiment une prise en charge plus médicale qui va pouvoir se faire. Et ce que j'ai beaucoup apprécié dans le film, c'était quand la famille s'est présentée à Paris et a été voir, dans le fond, la pédopsychiatre et l'endocrinologue. Et elle a vraiment bien compris, elle a super bien vulgarisé un peu la prise en charge qui est multidisciplinaire. Donc, c'est quelque chose qui est quand même très important. Et puis, ça s'est fait en bas âge parce que Sacha est jeune, mais c'est important aussi vraiment à travers les différentes étapes, dans le fond, de la prise en charge. Donc, justement, pour parler de cette prise en charge-là puis de l'évaluation, je vais repasser la parole à Nicolas. Tu peux nous en parler un petit peu plus spécifiquement. Oui, merci beaucoup, Lynn. Ben, en fait, comme tu le disais, il y a des choses qui ont été très bien démontrées puis bien expliquées là, dans le film, même si le contexte français est
pas nécessairement exactement comme le nôtre ici au Canada. Quand on parle d'une prise en charge ou d'un processus de transition, si on veut, chez un enfant ou chez un adolescent, ben, il peut y avoir des besoins pour du soutien. Puis, il faut penser à ce soutien-là comme un soutien global. Yann et moi travaillons ensemble comme co-directeur d'une clinique en développement, Sainte-Justine, pour soutenir les jeunes et les familles au niveau de la diversité de genre. Et puis, dans notre prise en charge, on veut vraiment considérer les jeunes et leurs familles dans leur globalité, dans toutes les différentes sphères de leur vie, que ce soit à la maison, que ce soit à l'école, que ce soit dans les activités, dans les parascolaires et tout ça. Et pour bien comprendre ça, il faut vraiment faire une évaluation qui est interdisciplinaire ou qui est au sens large pour comprendre l'enfant. Donc, on va autant s'intéresser à ce qui se passe dans le quotidien, dans les contacts sociaux, que ce qui se passe au niveau biologique ou les inconforts qui peuvent être démontrés ou estimés par rapport à la puberté ou aux changements qui sont attachés. Donc, un ou une jeune qui va se présenter chez nous à Sainte-Justine va souvent être vu par un ou plusieurs spécialistes. On fait souvent une première évaluation avec un pédiatre, qui peut être un pédiatre généraliste pour un enfant qui est prépubère ou un pédiatre de l'adolescence. Ou s'il y a déjà eu une évaluation, une prise en charge plus dans la communauté, par exemple avec des psychologues ou des sexologues qui ont pu adresser aussi certains éléments de détresse ou certains questionnements. On peut y aller plutôt avec une évaluation ou en parallèle avec une évaluation en endocrinologie pour vraiment mieux comprendre, mieux discuter de ce qui peut se passer au niveau du développement, puis adresser la possibilité de bloquer ou de freiner la puberté. C'est quelque chose qui est désiré par les jeunes. Puis plus tard dans le développement, il y a possibilité d'adresser des éléments plus médicaux de transition au niveau hormonal, au niveau chirurgical. Mais tout au long du parcours d'accompagnement, on veut être capable de faire en sorte que les jeunes se développent et s'épanouissent. Puis il y a, à plusieurs reprises dans le film, la mère l'a dit, elle le crie en fait, elle voulait que son enfant puisse vivre sa vie, puisse vivre son enfance, puisse se développer. Et c'est ça l'objectif ultime de tous les soins, comme on peut dire, transaffirmatifs ou qui vont supporter, soutenir le développement d'un enfant qui peut être transgenre ou en questionnement par rapport à son identité de genre. Donc, on est en processus d'élargir notre équipe à Sainte-Justine. Pour l'instant, nous sommes des médecins de plusieurs spécialités, la pédiatrie, la médecine d'adolescence, l'endocrinologie, le soutien de la psychiatrie aux besoins de la gynécologie. Puis avec le temps, on espère pouvoir intégrer à notre équipe psychologue, travail social, soins infirmiers, sexologie et autres professionnels de la santé mentale ou comportementale pour vraiment pouvoir soutenir les jeunes et leur permettre de s'épanouir. Pour le moment, notre équipe médicale collabore beaucoup avec les ressources en communauté qui peuvent se trouver dans le public, via les CLSC, via les organismes communautaires ou via le privé pour les familles qui pourraient vouloir accéder aux services de cette façon. Donc, voilà. Puis, je repasse donc la parole à Lynn pour nous parler peut-être un petit peu plus en détail de tout ce qui peut être discuté ou fait là, durant l'adolescence ou en période de puberté là, au niveau médical. Voilà. Merci Nicolas. Donc, comme tu l'as très bien expliqué, la première étape et la base, c'est vraiment l'évaluation qui est complète, qui est multidisciplinaire et qui va vraiment aller regarder, dans le fond, la stabilité du jeune, puis sa situation, tant au niveau social, donc ça veut dire la famille, les amis, l'école, qu'au niveau psychologique. Donc, souvent, ces jeunes-là peuvent souffrir de troubles de l'humeur, comme de la dépression, des troubles anxieux, des phobies sociales, des phobies scolaires. On peut trouver du décrochage même au niveau de l'école ou du refus d'aller à l'école. Donc, l'école, c'est vraiment un thème central dans le film et c'est vraiment, j'ai l'impression, ce qui a marqué le plus la famille. Ce qui est très beau de voir dans ce film et qui est vraiment un des facteurs les plus importants pour le bien-être de Sacha, c'est le support de la famille. Et non seulement le support, le père a dit, c'est pas une question de juste accepter, et c'est aussi le volet, je cherche le bon mot en français, mais en anglais, on dit advocacy. C'est vraiment comment chacun, les parents, même la fratrie, la grande sœur, veulent se battre pour Sacha, et ça, c'est vraiment des facteurs très, très importants. Donc, l'évaluation va nous aider vraiment à travailler ces premiers aspects-là, qui sont vraiment la base. Donc, comment est-ce qu'on peut s'assurer que autour du jeune, les circonstances sont bonnes pour qu'il puisse s'épanouir et se développer. Donc, une fois que ça, c'est bien fait, vient le volet médical. Donc,
une étape qui est très importante, c'est la puberté. On l'a mentionné un petit peu plus tôt. La puberté va venir donner des changements corporels qui sont irréversibles. On peut parler du cas de Sacha, vu qu'on vient d'en entendre parler. La mère l'a très bien mentionné. Donc, quand Sacha sera en puberté, Sacha va développer éventuellement la voix grave, la pomme d'Adam, la musculature, la pilosité, les changements au niveau des organes génitaux et la poussée de croissance. Et ça, ce sont des changements qui sont irréversibles. Donc, une fois qu'ils sont apparus, on peut pas les faire disparaître. Et c'est souvent des changements qui sont vécus avec beaucoup de détresse chez ces jeunes-là. Donc, une option qui est complètement réversible, comme mentionné très bien par la maman, c'est de bloquer la puberté. On bloque la puberté seulement quand elle commence à apparaître. Donc, il n'y a pas d'indication d'aller bloquer cette puberté avant qu'elle soit là. Donc, il faut avoir une évaluation médicale par le médecin de famille, le pédiatre, l'endocrinologue pour vraiment déterminer si la puberté a débuté ou pas. Les médicaments qu'on va employer, ce sont les mêmes médicaments qu'on donnerait à un enfant, exemple, qui développerait une puberté précoce à cause d'une maladie particulière. Et c'est vraiment un médicament qu'on utilise pour mettre une pause qui est complètement réversible sur les changements de la puberté. On ne veut pas faire de changements drastiques et irréversibles très tôt. On veut vraiment laisser le temps aux jeunes de continuer son exploration, que l'identité de genre continue à bien se solidifier, que les désirs du jeune ou de la jeune continuent à bien se décrire et se solidifier avant de faire des changements qui sont plus permanents. Donc, une fois que cette médication-là est commencée, ça met un frein. La puberté arrête où est-ce qu'elle est rendue. Puis, ça laisse le temps au jeune de continuer toute son exploration et de donner les soins nécessaires, exemple au niveau de la santé mentale ou bien au niveau de la famille ou de l'école. Le temps passera et quand le jeune sera rendu à un âge où est-ce qu'il est capable de consentir à ses soins, où est-ce qu'il est capable de se projeter vraiment dans le futur et de comprendre l'impact des hormones, à ce moment-là, on va pouvoir débuter de l'hormonothérapie affirmative. Donc, par exemple, pour le cas de Sacha, ce serait de commencer des estrogènes qui vont pouvoir féminiser son corps. Et tout ça se fait encore une fois avec l'aide de l'équipe multidisciplinaire. Et puis, il faut s'assurer vraiment d'avoir une belle stabilité, tant au niveau médical que psychologique que social. Donc, d'où l'importance encore d'un suivi qui est multidisciplinaire. C'est souvent une étape que les jeunes attendent avec impatience. Donc, il faut s'assurer de bien préparer cette étape-là pour vraiment avoir une fondation solide. Les hormones, comme la testostérone ou les estrogènes, sont irréversibles. Donc, ce sont des choses qu'on explique très bien aux familles. Et il y a quelques enjeux comme la fertilité qui sont bien discutés en long, en large et en travers pour être sûr que les jeunes peuvent vraiment consentir à ces hormones-là. Donc, je pense que je vais m'arrêter pour ce volet-là. Évidemment, si vous avez des questions, ça va me faire plaisir de répondre plus en détail. Je ne sais pas, Nicolas, s'il y avait des choses que tu voulais ajouter. Oui. Je vais rajouter quelques petits points. Merci pour cette explication assez concise là, par rapport aux différentes étapes. En fait, en tant que spécialiste de la médecine de l'adolescence, qui a donc un focus autant sur la santé mentale que la santé physique, j'apprends souvent à connaître les jeunes dans les hauts et les bas, dans les moments qui sont plus faciles, plus difficiles. Mais ce qu'on sait par rapport à vivre là, une adolescence ou même une enfance avec la diversité de genre et la dysphorie de genre, souvent chez nos patients, c'est que c'est malheureusement un groupe, une population qui a beaucoup plus de problèmes au niveau santé mentale, peut avoir des problèmes plus au niveau des dépendances, peut avoir des problèmes, comme le disait Lynn, au niveau scolaire. Et des fois, c'est très clair, comme ce l'était dans le film pour Sacha. Sacha se disait fille. Mais pour certains jeunes, il y a des questionnements qui sont là pour longtemps. Des fois, l'idée ou le fait de se sentir différent, de s'identifier avec une autre identité que le sexe assigné à la naissance peut venir plus tard. Donc, ça vient pas toujours à la petite enfance. Des fois, en fait, ça se déclenche ou ça se déclare plutôt à la puberté. Et parfois, en fait, les jeunes, ils ont un sentiment d'inconfort qu'ils n'arrivent pas à décrire plus jeunes. Ils se repenchent vers le passé puis ils se demandent, mais peut-être que je le savais déjà, que j'étais trans, ou peut-être qu'ils sont encore en questionnement et tout ça. Donc, notre rôle, c'est de les accompagner avec tout ça. Et puis, les différentes étapes de la transition qu'on a mentionnées, donc la possibilité d'avoir recours à des bloqueurs de puberté, d'avoir recours aux hormones et tout ça, ça doit être une discussion qui est nuancée, qui est centrée sur les besoins et les désirs de chaque jeune. On a parlé des identités trans, mais il y a aussi des identités non binaires ou fluides, comme le disait Lynn. Donc, parfois,
la possibilité de s'épanouir et de vivre sa vie avec son identité de genre et son expression désirée, ça va passer par l'hormonothérapie. Parfois aussi, ça peut passer par des chirurgies, une fois qu'on est près de l'âge adulte, passer l'âge adulte. Mais parfois, ça va simplement plutôt passer par une expression sociale avec les vêtements, avec les changements cosmétiques, avec le changement de nom, avec le changement des pronoms. Quelque chose qui peut vraiment être très important parce que c'est un rappel constant de qui on est dans notre identité. Donc, notre travail en tant que spécialiste au niveau de la diversité de genre, c'est d'essayer d'accompagner, d'écouter les jeunes, les familles par rapport à leurs besoins pour les accompagner dans ces étapes-là. Sachant que nous avons une expertise dans la matière, mais ne serons jamais aussi experts dans l'identité de chaque jeune qu'elles-mêmes peuvent l'être. Donc, on doit communiquer avec eux, avec elles, on doit apprendre et on doit essayer de s'ajuster à ce qu'ils nous disent pour pouvoir mieux les guider, pour pouvoir mieux les appuyer. Et puis, j'aimerais tourner peut-être la discussion vers quelques scènes du film qui, en fait, nous ont marqué un petit peu. Là, Lynn, je peux peut-être commencer avec une scène qui amène aussi un enjeu qu'on voit souvent dans notre pratique. Au tout début du film, il y avait un moment où la mère rencontrait un premier médecin en communauté. Et puis, on lui pose des questions par rapport à la grossesse, puis on voit qu'elle commence à se questionner. Puis, on sent même presque une culpabilité. Un moment où elle se demande, mais est-ce que j'ai fait quelque chose? Est-ce que c'est de ma faute? Est-ce que ma fille, elle est trans, elle est comme ça parce que j'ai voulu avoir une fille, etc., etc. Ben, on a beaucoup de parents qui vivent la culpabilité, qui vivent aussi parfois un deuil parce qu'ils doivent apprendre à connaître leur enfant d'une autre façon. Et puis ce mot-là, deuil, il vient souvent, ou adaptation, ou changement. Donc, en fait, dans notre travail, nous, on veut surtout essayer d'encourager les familles à voir la transition ou le changement ou l'expression d'une autre identité de genre comme une façon pour l'enfant de s'épanouir. Puis, comme on le voit bien dans le film, la mère, elle a des beaux cris du cœur, là, elle veut que Sacha puisse vivre comme une fille, puis puisse avoir accès à ce que les jeunes filles ont dans la vie. Et ça, j'ai trouvé que c'était vraiment une très belle partie du film. J'ai trouvé que c'était bien représenté. Puis, on sait là, par les recherches puis par notre compréhension de l'identité de genre et la dysphorie de genre que l'identité de genre de quelqu'un, c'est un processus qui se construit avec vraiment plusieurs différents facteurs qui peuvent contribuer. Donc, il y a des facteurs, oui, plus au niveau génétique, biologique, nos chromosomes, nos gènes, mais aussi au niveau du développement, au niveau des impacts de la famille, du social et tout ça, qui vont vraiment nous aider à former notre identité de genre comme personne, enfant, adolescente et éventuellement adulte. Donc, pour en revenir à l'idée de la maman qui se demande, mais est-ce que c'est moi qui ai fait quelque chose? Est-ce que c'est le fait que je voulais une fille? Ben non, en fait, on peut pas dire, ben il y a une chose qui a déclenché l'identité ou qui a amené un jeune ou une jeune à s'identifier de telle façon. C'est un ensemble de choses, un ensemble de facteurs. Et ça, on va l'adresser avec les parents pour les donc voilà, je sais pas, Lynn, est-ce qu'il y avait une scène ou deux là, du film qui t'ont particulièrement touché? On en a mentionné quelques-unes, mais peut-être certaines que tu voulais mentionner. Donc, moi, j'ai pris des notes pendant le film et le premier mot que j'ai écrit aussi, c'était culpabilité de la mère. Donc, je suis tout à fait d'accord avec toi. C'est très, on le voit. Et ce qui m'a encore plus touchée, c'est l'enfant parce que c'est des choses que moi, je vois dans mon bureau très souvent. Les enfants, ils écoutent tout ce qui se passe. C'est comme des petites éponges. Ils absorbent les émotions et on sent dans plusieurs scènes du film que Sacha veut aussi protéger sa mère. Et c'est quelque chose que j'ai trouvé très, très touchant. Et dans la visite avec la pédopsychiatre à Paris, on l'a tout de suite vu comment au début, elle voulait rien dire, elle est restée posée. Et puis, éventuellement, quand elle a senti qu'il y avait une ouverture de la part du médecin, elle a senti comme si elle pouvait enfin relaxer puis verbaliser les choses. Et on sentait vraiment qu'elle faisait ça au début pour protéger la mère et ne pas faire de la peine à la maman pour pas que la maman se sente triste. Et je trouvais ça très, très touchant. C'est des choses qu'on voit en clinique. Les choses qui m'ont marqué dans le film, et c'est ce qu'on entend nous aussi, c'est toutes les micro-agressions et les macro-agressions que la famille vit. Donc, le plus clair, évidemment, c'est l'école. Quand on est un enfant, l'école, à part la famille, c'est la majeure partie de notre vie, c'est d'être à l'école. Donc, le volet de l'acceptation scolaire est tellement important. Et puis, comme la mère l'a bien mentionné, tout part du directeur de l'école. Donc, il y a aussi beaucoup de formations à faire dans les écoles et dans les milieux. Et c'était quelque chose aussi qui était intéressant quand ils ont organisé cette espèce de rencontre avec la
pédopsychiatre qui était venu pour faire de l'enseignement. Et malheureusement, le milieu a été fermé et ne s'est pas présenté. J'ai trouvé que c'était une opportunité manquée. Mais souvent, les jeunes et les parents vont nous le dire. C'est nous qui avons dû éduquer l'école, nos familles, même les médecins. Donc, ça, c'est quelque chose qui m'a beaucoup marqué. Et l'autre scène dont j'aimerais discuter, parce que ça me fait vraiment penser à un des patients que je suis, c'était la scène avec la nouvelle école, le nouveau conservatoire au niveau du ballet, la fermeture complète et même le rejet, pas seulement verbalisé, mais même physique, où est-ce que l'enfant, on n'a pas vu la scène, mais on a été capable de se l'imaginer comment ça a été décrit. On imagine l'enfant pousser, puis hors de la salle. Donc, ça me rappelle une scène où est-ce que j'ai vu un jeune qui faisait du patinage artistique et qui a été dans une boutique pour acheter un costume fille. Donc, c'était une jeune donc assignée garçon qui s'identifie comme Sacha. Et puis, le propriétaire de la boutique ne voulait pas lui vendre l'habit, le costume de fille. Et il y a vraiment dit en plein visage que de toute façon, tu pourras jamais être une fille. Tu es né garçon, tu vas être un garçon. Ça sert à quoi que je te vende un costume de fille? Et ça a été un événement, je ne vais même pas dire le mot marquant, la mère me l'a vraiment décrit comme un événement qui a été un traumatisme. Donc, des scènes comme ça, ça devrait pas exister, ça devrait pas être vécu par ces jeunes-là qui veulent juste, comme la mère le dit, vivre bien dans leur peau, puis comme ils sont dans le fond. Donc, voilà, c'est des scènes qui m'ont marqué et malheureusement, c'est des choses qu'on voit. J'ai quand même l'impression, Nicolas, tu me diras si tu es d'accord avec moi, mais qu'au Québec, on a quand même une belle ouverture d'esprit, beaucoup plus que dans certains endroits. Et pour avoir assisté à des congrès et être en contact avec des Français dont l'endocrinologue mentionné dans le film, justement, je la connais, il y a beaucoup plus de réserves et beaucoup plus de fermeture d'esprit en Europe qu'ici en Amérique du Nord. Donc, on est quand même chanceux ici d'avoir cette belle ouverture-là. Merci beaucoup. Voilà. Oui, Lynn, je peux reprendre la parole, mais en fait, oui, j'ai l'impression qu'on voit de plus en plus d'ouverture dans plusieurs communautés, dans un grand nombre d'écoles ici au Québec. Mais il faut pas se le cacher, il y a encore plusieurs situations où il y a, comme tu le dis si bien, des micros ou même des microagressions. Et notre pratique nous fait voir aussi que dans certaines écoles, il y a une ouverture immense puis qui est magnifique à voir là. Mais c'est pas partout pareil. Puis parfois, en tant que médecin, on doit faire cette advocacy dont tu parlais, Lynn, cette défense-là des droits, des intérêts des enfants, des familles pour pouvoir mieux les supporter. Peut-être avant de passer aux questions, là, j'aimerais simplement ouvrir une petite parenthèse par rapport à la recherche. En fait, parce que Lynn et moi croyons beaucoup à la science, puis à essayer d'offrir les meilleurs soins, les meilleurs services possibles à nos jeunes que nous voyons en clinique. Donc, en parallèle avec nos activités de médecins, de cliniciens, on est à l'écoute, puis on est vraiment en train d'essayer de mieux comprendre l'expérience vécue des jeunes, des familles qu'on suit, qu'on voit en clinique. Donc, on est en train de commencer à mieux analyser puis mieux comprendre les caractéristiques des jeunes qui viennent nous voir en clinique à Sainte-Justine, mais aussi on est impliqué dans plusieurs projets qui vont mieux comprendre la réalité des jeunes trans et des jeunes adultes trans au Canada, puis du vécu même à l'école. Donc, une de mes étudiantes travaille d'arrache-pied là, sur un projet qui vise à bien décrire ce vécu à l'école de certains étudiants au Québec, justement, qui sont dans la transidentité. Et puis, ce qu'on peut voir, c'est que même chez nous, de ces temps-ci, puis dans notre époque, certains agissements, certains comportements des enseignants peuvent être très, très, très difficiles à prendre, puis très, très blessants. Donc, je suis absolument d'accord avec ce que disait Lynn. Il y a des grands besoins de sensibilisation puis d'éducation un peu partout, en fait, au niveau de la société, dans les écoles, chez les professionnels de la santé aussi. Vraiment, on le sait qu'il n'y a pas beaucoup d'attention qui est réservée à la transidentité ou aux questions d'identité de genre dans les cursus médicaux ou nursing ou autres professionnels en psycho et tout ça. Donc, on doit en apprendre plus pour être capable de mieux soutenir, mieux aider. Puis aussi, de ne pas toujours penser ou en fait penser le moins possible, je dirais, là, à la transidentité ou la diversité de genre comme quelque chose de pathologique ou médical, parce qu'en fait, c'est tout autre. Hein? C'est une façon de s'exprimer, de vivre sa vie, d'être soi qui gagne vraiment à se faire connaître.
Donc, Jérémy, je ne sais pas si on a reçu entre-temps des questions du public. On pourra élargir notre discussion comme ça. Absolument. Merci infiniment, Lynn. Merci, Nicolas. Puis oui, les questions affluent de tous bords, tous côtés. Donc, on va commencer tout de suite avec la première. Une question la personne ne s'est pas identifiée, mais on dit Sacha est le nom d'un garçon. Mais au niveau de la procédure, quand devrions-nous changer de nom? Quand le nom, justement, d'un enfant est un nom de garçon et on voudrait le changer pour un nom de fille, est-ce que ça se fait de façon assez facile? Est-ce que c'est recommandé de le faire? On aimerait vous entendre. Mm-hmm. C'est une bonne question. Donc, premièrement, au niveau des écoles, si jamais une famille demande à ce qu'un autre prénom soit utilisé et d'autres pronoms, l'école se doit d'accepter et de faire les changements, même s'il n'y a pas un changement légal. Dans certains milieux, c'est un peu plus difficile, mais normalement, c'est quelque chose qui est supposé être accommodé. Maintenant, au niveau du changement de nom, donc, il y a une petite procédure où est-ce qu'il y a une lettre de support d'un professionnel qui a vu l'enfant, qui a évalué l'enfant, pour vraiment mentionner que oui, c'est une démarche qui est en cours et que l'enfant aimerait l'usage de tel pronom, de tel prénom. Et ça peut être envoyé au directeur d'état civil. Il y a des frais aussi qui sont associés à cette démarche-là. Au niveau des procédures, il faut qu'il y ait une assermentation. Ça peut prendre quelques mois. Et puis, une fois que les marqueurs sont changés, on peut faire les changements ensuite au niveau de la carte d'assurance maladie, ce qui va souvent faciliter beaucoup de choses, surtout quand les jeunes sont suivis à notre clinique et présentent une apparence qui est en lien avec leur identité de genre, mais que les papiers ne correspondent pas. Ça peut souvent être encore un moment un petit peu de malaise pour ces jeunes-là. Merci. Une autre question qui nous vient, je pense, d'un professionnel de la santé. En tant qu'intervenant de première ligne, comment peut-on accompagner nos jeunes patients qui vivent une situation similaire? Je peux peut-être prendre cette question-là, en fait. Il y a tout plein de petites choses qui peuvent être faites au quotidien pour vraiment améliorer la communication puis le soutien. Puis des choses aussi simples que de demander aux jeunes quel pronom ils préfèrent utiliser, quel prénom ou surnom ils préfèrent. Et c'est quelque chose qui peut vraiment être fait pour tout le monde, en fait. Parce que des fois, on a une expression de genre qui n'est pas tout à fait en ligne avec l'identité ressentie. Mais le simple fait de reconnaître la possibilité qu'il y a une autre identité ou une préférence pour d'autres noms ou pronoms peut vraiment amener un dialogue, peut amener une ouverture. Donc ça, c'est tout simple et c'est quelque chose qu'on peut tous faire, qu'on soit professionnel de la santé ou qu'on soit dans le milieu de l'éducation ou qu'on soit un ami ou un membre de la famille. Bon, c'est des choses qui peuvent vraiment être faites au quotidien. Si on est en première ligne et on veut soutenir des jeunes dans leur processus ou dans leur découverte ou dans leur questionnement, c'est sûr qu'une écoute attentive, c'est toujours une belle étape. Hein? Une écoute attentive sans jugement. Je vais reprendre une scène du film parce que je l'ai trouvée très bien, en fait. C'est la pédopsychiatre qui parle à la mère et qui dit, en fait, il faut laisser les enfants s'exprimer. Il faut pas être radical, il faut pas leur dire, oui, absolument, tu dois t'habiller comme ça, non, tu peux pas porter ci, non, tu peux pas faire ça. Donc, quand on est parent, en fait, ce qui est suggéré, ce qui est recommandé par les guides de pratique internationaux, les professionnels, les chercheurs de la santé en diversité de genre, suggère qu'on laisse les jeunes s'affirmer, s'exprimer, et nous dire un petit peu qu'est-ce qui est le mieux pour eux. Donc, de permettre un petit peu ce processus-là, de permettre l'exploration, l'expérimentation. Puis si on est en accompagnement, si on est un professionnel de la santé, de chercher avec le jeune, avec la jeune, des opportunités pour qu'elle puisse mieux s'exprimer, puisse vivre un peu plus comme elle-même. Parfois, il va y avoir un besoin de suivi plus intense ou plus rapproché. Et on va vouloir penser à des références vers des professionnels qui sont peut-être formés au niveau de la diversité de genre, qui sont capables de bien comprendre les enjeux, de mieux guider, puis parfois aussi offrir des informations plus au niveau médical sur les transitions qui sont envisagées. Donc, il y a un continuum de choses qui peuvent être faites, des petites actions au quotidien aux références plus spécialisées lorsque c'est nécessaire. Mm-hmm. Puis, si je peux me permettre d'ajouter aussi 2 petites choses qui peuvent aider. Un, c'est poser la question. Quand vous faites vos suivis de première ligne, posez la question tout simplement. Peut-être que c'est un jeune qui se questionne activement, mais
qui est craintif de s'ouvrir. Donc, demandez-leur, est-ce que tu te sens bien dans ton corps de fille? Est-ce que tu te sens bien dans ton corps de garçon? Déjà, ça peut montrer votre ouverture d'esprit en tant que première ligne et puis aider à ouvrir la porte à la discussion. Et aussi, assurez-vous que votre bureau soit quand même, disons, LGBT-friendly. Si vous êtes capable d'avoir des toilettes qui sont neutres, d'avoir au moins un drapeau, ce sont des choses qui peuvent aussi rendre les jeunes plus confortables puis vont les amener à s'ouvrir peut-être un petit peu plus facilement. Merci beaucoup. Nous aurions justement une question pour vous, Dr. Chignara. Si un enfant naît avec des organes féminins et qui désire être un garçon, existe-t-il un inhibiteur d'organes pour éviter le développement de la poitrine et éviter les menstruations? Mm-hmm. Donc, effectivement, c'est un petit peu ce qui est exprimé aussi dans le film quand on parle de bloqueur pubertaire ou de bloqueur hormonal. Donc, c'est un agent qu'on va utiliser dès les premiers signes de la puberté. Donc, si jamais c'est utilisé au début, ça va vraiment prévenir l'apparition de la poitrine, des formes féminines, des menstruations, etc. Donc, c'est quelque chose qu'on utilise quand même comme première ligne de traitement. Et l'avantage, c'est que c'est une médication qui est complètement réversible. Donc, ça laisse la chance aux jeunes de continuer son exploration sans toutefois donner des changements irréversibles. Donc, par exemple, si le jeune décide après quelque temps de continuer une puberté féminine, donc plus en lien avec son sexe assigné à la naissance, cette médication-là est arrêtée et la puberté reprend comme où est-ce qu'elle était rendue. Il n'y a aucun impact permanent au niveau de la fertilité, au niveau de la santé des ovaires, de l'utérus, au niveau du développement de la puberté. Donc, c'est vraiment une molécule qu'on utilise en première ligne pour vraiment bloquer la puberté. Merci, excusez-moi, je vais activer mon micro, ça va être plus simple. On aurait une autre question. Donc, est-ce qu'au Québec, il y a une maturation testiculaire in vitro telle que suggérée dans le film? C'est une excellente question. Donc, malheureusement, ce qui est différent de la France, la préservation de la fertilité pour l'indication de dysphorie ou diversité de genre, elle n'est pas remboursée par la RAMQ. Donc, c'est sûr qu'il n'y a pas en ce moment de protocole qui va donner accès à ces jeunes-là à de telles techniques de préservation gratuitement. Donc, c'est sûr que c'est un problème au niveau de notre système de santé. Donc, on va toujours proposer aux jeunes avant de commencer du Lupron ou bien des hormones. On va toujours faire un gros counseling au niveau de la préservation de la fertilité. Mais il y a quand même plusieurs barrières, malheureusement, dont la principale étant le coût et l'intervention. L'autre chose, et c'est quelque chose, je trouve, qui a très bien été expliqué dans le film, c'est l'âge auquel on débute les hormones. Donc, si jamais on commence à donner le bloqueur pubertaire très tôt, malheureusement, les testicules et même les ovaires sont pas assez matures pour produire ces gamètes pour les préserver. Donc, c'est une période qui est un petit peu difficile pour ceux qui se présentent très, très tôt. Les jeunes qui se présentent un petit peu plus tard au niveau de la puberté, qui ont déjà une production une ovulation, de production de spermatozoïdes, c'est plus facile à ce moment-là d'aller faire la préservation et d'ensuite de commencer les hormones. Mais c'est ça. Malheureusement, il existe encore beaucoup de barrières à l'obtention de la préservation de la fertilité. Merci. Une question peut-être qui s'adresse je pense, à Dr. Chadi. On parle dans le film de dysphorie de genre. Quels sont les principaux facteurs de risque de la dysphorie de genre? C'est vraiment une très bonne question et c'est quelque chose qu'on apprend à connaître de plus en plus. Ça serait difficile de parler de facteurs de risque parce que c'est tellement multifactoriel. On sait que certaines je dirais pas anomalie, mais je vais dire variantes ou variations au niveau des gènes peuvent amener une certaine ambiguïté, si on veut, ou une certaine variation au niveau du développement des organes génitaux, par exemple, et tout ça, et pourrait amener un certain questionnement par rapport au genre simplement par le fait de notre anatomie. Donc ça, on pourrait parler si on veut dire le mot risque là, ou facteur de risque, mais je suis pas sûre que c'est vraiment approprié, mais ça pourrait être un facteur qui amène d'emblée à se questionner sur notre identité de genre si on a des caractéristiques sexuelles qui sont pas nécessairement clairement garçon ou fille. Et un terme qu'on va parfois employer pour ça,
ce serait le terme d'une personne qui est intersexe. Donc, il y aurait des caractéristiques parfois plus masculines, féminines à la fois. Donc, au niveau biologique, il y a ces choses-là qu'il faut garder en tête. C'est certain qu'au niveau des facteurs sociaux ou des facteurs environnementaux, on pose souvent la question. Est-ce que c'est le fait de côtoyer des personnes trans? Est-ce que c'est le fait de savoir qu'il y a une personne trans dans notre famille qui va peut-être augmenter les chances que notre enfant va éventuellement développer une identité de genre transgenre aussi? Et il faut savoir que selon les plus grands sondages là, qu'on a actuellement en Amérique du Nord, un peu partout, on dit qu'à 1 à 2 des enfants, des adolescents, en fait, vont éventuellement affirmer une identité de genre qui est non cis, donc non concordante avec le sexe assigné. Donc, dans la population générale, et c'est aussi quelque chose qu'on commence à reconnaître aussi en Europe et dans d'autres endroits du monde, on a cette prévalence-là qui est assez comparable. C'est certain que dans des endroits où la transidentité est peut-être moins acceptée, s'il y a des croyances qui sont plus culturelles ou qui font en sorte que c'est plus difficile de vivre sa vie comme une personne trans ou d'exprimer cette identité-là, il peut y avoir un retard ou un délai dans l'expression ou faire en sorte qu'une personne peut choisir de ne pas non plus partager son identité de genre, ou de ne pas exprimer cette identité-là qui est ressentie. Donc, quand on parle de facteurs sociaux, il peut y avoir définitivement les impacts du milieu, de la culture ou des croyances. Donc, en fait, la construction du genre, elle est tellement multidisciplinaire, basée sur tellement de facteurs, que c'est difficile de pointer le doigt vers des facteurs de risque spécifiques. Et à l'intérieur d'une même personne, en fait, c'est une constellation de choses qui vont faire en sorte que l'identité, elle est construite, elle est exprimée. Merci beaucoup. On parle bien évidemment beaucoup de la psychologie de l'enfant, mais je pense que les parents aussi ont leur responsabilité, puis ont aussi un gros lot de psychologie à gérer de leur côté également. Ce qui m'amène à vous poser la question soumise par Josiane. J'aimerais savoir, lorsque des parents vivent des difficultés importantes à accueillir et à écouter leur enfant face à l'identité de genre, est-ce souhaitable de référer les parents à un professionnel pour un support individuel dans un premier lieu avant une approche systémique? Oui, je pense que ton micro est Désolée. C'est vraiment important, c'est quelque chose d'important pour nous à la place Sainte-Justine de s'assurer que effectivement on s'occupe du jeune, mais évidemment de la famille aussi. Donc, ce que les parents vont beaucoup mentionner, qui les ont beaucoup aidés, c'est de trouver du support avec d'autres parents qui vivent à travers les mêmes étapes. Donc, on va souvent les référer vers des groupes de support qui sont organisés par des groupes de support communautaires. Donc, ça, c'est déjà une première étape. L'autre chose aussi qu'on peut leur suggérer, c'est par exemple, via leur CLSC, d'avoir de l'assistance par une psychologue ou bien par un travailleur social qui peut aider un petit peu à la communication et l'acceptation. Mais souvent, ce que je vais dire aux parents quand on les voit en bureau, c'est que même s'ils verbalisent qu'ils ont de la difficulté, je leur dis que juste le fait d'avoir accompagné votre enfant aujourd'hui, pour moi, c'est déjà une bonne étape et c'est déjà un marqueur que la porte est en train de s'ouvrir. Donc, je trouve que c'est quand même très positif. Mais oui, effectivement, il faut respecter le fait que souvent les enfants se questionnent depuis très longtemps et ont fait leur idée depuis longtemps. Puis les parents sont avisés tout d'un coup, puis sentent rapidement qu'ils doivent rejoindre leur enfant où est-ce qu'il est rendu. Puis ils vont mentionner souvent que ça va vite pour eux. Donc, on va les rassurer, leur dire qu'il ne va pas avoir des étapes de brûler, puis qu'on s'assure que, comme on l'a mentionné, que les bases soient solides pour vraiment commencer les traitements. Puis, on va essayer d'aider les parents le plus possible là, pour qu'ils puissent bien supporter leur enfant. Voilà. Nicolas, je ne sais pas si tu voulais ajouter d'autres choses. Oui, bien, un petit élément simplement autour du consentement, puis de la confidentialité de l'information. Au Québec, on est dans une province où, à partir de 14 ans, les adolescents et les adolescentes ont droit de consentir à leurs soins médicaux, puis ont aussi accès à la confidentialité de l'information. Donc, tout dépendamment comment la situation se présente, si on a des jeunes qui cherchent des services, les parents sont peut-être pas tout à fait prêts ou sont peut-être pas d'accord, mais les jeunes ont le droit et devraient avoir accès à ces services-là. Ce qui exclut certainement pas d'offrir aussi du soutien et d'informations et pour soutenir la famille et les parents.
Mais je pense que ça dépend un petit peu du contexte et de l'âge aussi, à savoir qu'est-ce qui doit être fait en premier. Et habituellement, déjà commencer par l'écoute, puis l'information qu'on peut partager à l'ensemble de la famille, à la fois aux jeunes, même s'ils sont tout jeunes, ils peuvent vivre une grande détresse, et aux parents en même temps pour permettre donc une prise en charge la plus globale possible, je dirais, dès le début. Parce qu'en fait, oui, il y a des grands besoins souvent à la fois du côté des jeunes et du côté des adultes. Merci. Peut-être ajuster un peu votre micro, Nicolas. Il semble qu'on vous entende un peu moins bien que Lynn. On aurait une autre question par rapport justement plus du côté justement de la transition au niveau chirurgical. Une question qui nous vient donc de la part de Madame Lévesque. Est-il toujours nécessaire pour un enfant, une ado ou un adulte qui vit la dysphorie de genre de vivre dans le genre qu'il ou qu'elle s'identifie pendant un certain nombre de temps avant de pouvoir débuter le processus de transition, donc l'hormonothérapie dont on parlait, ou encore la chirurgie? Mhm. Je peux peut-être répondre au niveau de la question pour tout ce qui est hormonal. Donc, c'est sûr, à savoir, les recommandations sont en train d'évoluer. Donc, il y aura peut-être des informations qui vont être un peu plus mises à jour là dans les prochaines semaines, les prochains mois parce qu'il y a des nouveaux standards de soins qui vont sortir. Mais ce qu'on va suggérer, c'est sûr que vivre dans le genre ressenti, c'est plus une obligation pour accéder à des hormones. Maintenant, c'est sûr que si jamais le jeune est déjà en train de faire sa transition sociale, puis qu'il est confortable avec vivre, exemple, avec une identité garçon, s'identifie garçon, c'est quand même un très bon signe pour dire que les étapes sont bien faites. Mais on a souvent des jeunes qui se présentent plus vers les âges plus de fin d'adolescence et qui veulent avoir des traitements un petit peu plus rapidement. Donc, encore une fois, c'est du cas par cas, puis tout va dépendre de l'évaluation de base. Donc, il y a souvent peut y avoir des raisons pour lesquelles ces jeunes-là n'ont pas forcément fait une transition sociale. Ça peut être un manque d'acceptation parentale ou une crainte, exemple, au niveau de l'école. Il y a des facteurs vraiment individuels qu'il va falloir qu'on explore. Mais non, c'est plus une obligation, disons, pour accéder aux hormones d'avoir la transition sociale. Au niveau de tout ce qui est chirurgical, c'est plutôt l'âge qui est un facteur. Donc, par exemple, tout ce qui est chirurgie au niveau des organes génitaux, il faut avoir 18 ans et il faut aussi avoir une lettre qui confirme qu'il y a bel et bien une hormonothérapie qui a été débutée depuis au moins 1 an et avoir une lettre de support par 2 professionnels de la santé mentale. C'est possible d'accéder à une chirurgie de masculinisation du torse ou de mastectomie à partir de l'âge de 16 ans. Encore une fois, si jamais il y a eu une hormonothérapie et des lettres de support. Donc, c'est pas mal ça au niveau des grandes lignes. Mais encore une fois, chaque suivi est individualisé. Puis, des fois, on peut un petit peu déroger à ces règles-là, dépendamment de la situation de l'adolescent. Merci beaucoup. On a une personne qui nous rejoint depuis donc la grande couronne de Montréal ou même peut-être plus loin. On n'a pas l'information, mais elle nous demande si en dehors de Montréal, on a possibilité de s'adresser à qui on peut s'adresser donc du côté médical, parce que c'est sûr qu'on a des gens qui nous suivent depuis Montréal, mais il y a des personnes qui nous suivent depuis beaucoup plus loin. Donc, est-ce qu'il y a d'autres organismes ou d'autres centres médicaux au Québec qui peuvent éventuellement aider ces personnes-là? Oui, ben, je peux prendre cette question. En fait, ben, étant nous basés à Sainte-Justine, un centre qui a un mandat puis une portée super régionale, on va souvent rencontrer pour des consultations des jeunes qui viennent de la couronne, des couronnes et même de Grand Montréal et plus loin, là, d'autres régions du Québec. Une bonne première étape serait souvent de se présenter à son médecin de famille, à son pédiatre, pour voir si elles sont à l'aise à discuter de ça. Au Québec, il y a de plus en plus de professionnels de la santé qui tentent de se former et d'offrir des soins et des services. Ils vont parfois pas nécessairement le publiciser ou avoir accès à une équipe interdisciplinaire comme on l'aurait dans un grand centre hospitalier. Mais il peut y avoir quand même dans plusieurs villes, dans de plus en plus de villes du Québec, des services médicaux qui sont disponibles là, donc pour les jeunes et les familles qui en auraient besoin. Une bonne première étape aussi pour des soutiens ou juste pour du support pour les familles, ça serait d'aller voir du côté des CLSC.
voir s'il y a des gens qui sont formés, qui sont à l'aise à discuter de ces questions-là. Et il y a plusieurs organismes communautaires qui vont offrir des ateliers, souvent des services, des groupes en ligne pour parents et pour jeunes. Un des organismes avec qui on travaille dans la région de Montréal, c'est les Jeunes Identités Créatives qui ont un site web qui inclut des liens vers d'autres ressources. Mais il y a des organismes dans plusieurs régions et j'en nomme un parmi tant d'autres. Simplement de faire des recherches sur Internet va souvent nous mener vers des sites, des services dans notre région pour nous soutenir. Donc, souvent, si on commence à en parler avec nos professionnels qui nous connaissent déjà, ils vont pouvoir peut-être nous référer vers d'autres sources s'il y a besoin ou si eux-mêmes sont à l'aise, vont pouvoir débuter des discussions, des services par rapport à tout ça. Il faut savoir que nous sommes pédiatres spécialisés, mais il y a de plus en plus de médecins de famille qui vont offrir des soins, des services au niveau de l'identité, de la diversité de genre à différents endroits au Québec. Merci beaucoup. Nous aurions peut-être une dernière question, je pense, qui s'adresse à tous les deux. Donc, c'est une question de la part de Audrey qui s'adresse de la façon suivante. Je suis étudiante en physiothérapie et je me demandais si l'hormonothérapie engendre des modifications dans les mécanismes biologiques qui prédisposent davantage ces enfants à des atteintes neuromusculaires squelettiques ou systémiques que les thérapeutes dans le milieu de la réadaptation devraient garder en tête, ou y a-t-il un impact sur le développement moteur? Mm-hmm. C'est une très bonne question. Donc, nous, ce qu'on regarde beaucoup dans les études, c'est au niveau de la santé osseuse quand on est sur la médication qui bloque la puberté. Donc, on le sait, quand on est en puberté, c'est le moment où est-ce que l'os va acquérir toute sa force, dans le fond, pour toute la vie, donc grâce aux hormones sexuelles. Donc, si jamais on donne les médicaments pour bloquer la puberté puis que les hormones sexuelles sont retournées à l'état prépubère pendant trop longtemps, on pourrait avoir des diminutions au niveau de la densité de l'os. Donc, c'est des choses qui sont étudiées. Donc, au niveau des principales études, il n'y a pas de répercussions fonctionnelles. Donc, il n'y a pas plus de risque de fracture ou de problèmes particuliers tant qu'il y a un certain intervalle de temps qui est respecté puis qu'on ne va pas donner cette médication-là, le bloqueur, pendant de nombreuses années. On fait aussi des suivis au niveau de la santé osseuse avec des tests en particulier. Maintenant, est-ce qu'il y a des études au niveau de la force musculaire et de troubles comme vous mentionnez, moi, j'ai pas vu passer ça comme étude. En fait, quand on bloque la puberté puis qu'on donne des hormones, on va vraiment mimer une seconde puberté. Donc, tous les jeunes en puberté n'ont pas forcément de problème au niveau neuromusculaire ou bien développementaux. Donc, on fait un petit peu la même chose chez les jeunes qui font un processus de transition hormonale. Mais certainement, c'est intéressant comme question. Mais il n'y a pas de papier plus que pour la santé osseuse, dans le fond, dont je suis au courant. Ben, je pourrais peut-être ajouter certains points. En fait, si on est en physiothérapie là, ou en sciences du mouvement, les jeunes trans sont des jeunes qui bénéficient à être actifs, comme les jeunes cisgenres. Il faut savoir que si on décide de prendre le parcours de l'hormonothérapie masculinisante, donc avec testostérone, il va y avoir un changement au niveau de la masse musculaire, mais qui va être d'autant plus remarquable s'il y a effectivement activité physique. Donc, il faut utiliser les muscles pour qu'ils se développent plus. Et souvent, les jeunes trans avec une expression masculine ou qui cherchent à acquérir ces caractéristiques plus masculines-là vont vouloir acquérir une musculature. Mais les hormones ne vont pas faire tout ce travail-là tout seul. Donc, ça vaut la peine pour les garçons transgenres ou les personnes transmasculines d'aller faire de l'exercice physique de façon saine et pourront aussi être guidés là, au niveau du développement de cette au kinésio ou autre professionnel, que ce soit au sport ou à la réhabilitation. C'est une très bonne question. Merci beaucoup, Dr. Chadi. Merci beaucoup, Dr. Chignara. Écoutez, c'est ce qui conclut donc notre soirée. Merci infiniment pour votre temps. Merci pour vos explications. Je pense qu'on a pu vraiment faire un beau tour d'horizon. Je voudrais également remercier donc le groupe couverture d'événements de l'Université de Montréal qui nous ont accompagnés tout au long de la soirée. Malgré quelques petits soucis techniques, tout a réussi à rentrer dans l'ordre, heureusement. Je voudrais également remercier notre partenaire d'affinité TD, sans qui l'ensemble de ces activités ne pourrait voir le jour.
Vous trouverez l'ensemble des détails donc, sur le site du réseau et l'ensemble de la programmation des activités à venir au réseau.umontréal.ca.